Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 14 septembre 2024 et je vais vous présenter l'actu crypto de cette fin de semaine. On parlera essentiellement de l'actu générale, du XRP, de Realty, un peu d'économie et pour terminer un peu de Gematry. Beaucoup de gens me demandent. Et là, sur la gamatrie, il y a vraiment du lourd. On va commencer directement par l'actu générale et on a Sanofi en France qui inaugure la première usine modulable de vaccins et biomédicaments au monde à Neuville-sur-Saône. Voilà, donc fruit d'un investissement de près de 500 millions d'euros. Moi, je vous le dis, ce que j'aime pas trop, c'est ça. Pour changer de plateforme technologique, vaccins viraux atténués à protéines recombinantes ou encore ARN messager. Alors je ne dis pas que tout l'ARN messager est mauvais, puisque dans certains cas, pour vraiment des systèmes immunitaires, pour certaines choses c'est intéressant, mais là en fait ça va être introduit dans la PIC-PIC à chaque fois apparemment, et bon bref, en tout cas moi c'est pas mon truc. On continue. Un voyage au supermarché pourrait bientôt sembler différent grâce aux étiquettes électroniques. Alors ça, c'est Walmart qui fait ça, mais aux États-Unis, ça se démocratise partout. Et il faut juste comprendre que maintenant, les étiquettes électroniques, on va regarder, c'est marqué, les nouvelles étiquettes permettent aux employés de changer les prix toutes les 10 secondes. Et pourquoi ils font ça? Ils font ça tout simplement parce que vous allez avoir une inflation où ça va tellement péter que on pourra pas changer pourront pas changer les étiquettes tous les 2 jours ou 3 jours, puisque et donc là en fait tous les 10 secondes ça leur permet de changer très rapidement les prix et de pas perdre d'argent par rapport à l'inflation. C'est-à-dire que vous êtes en train d'acheter votre kilo de patates, vous discutez avec votre fiancé, 2 petites secondes, vous vous retournez, et, hop, ça a augmenté de 1 centime. Bon, je plaisante, mais c'est juste qu'en fait, ils savent que l'inflation, elle va péter. On a un nouveau projet de loi présenté au Parlement pour clarifier le statut juridique de crypto. Donc ça, c'est essentiellement sur les actifs numériques et ça va leur permettre d'avoir une plus grande protection juridique grâce en fait à des réglementations. Donc ça, c'est très bien. Alors là, c'est un peu le gag du jour. On a Jeff Bezos qui a acheté une maison qui valait 79 millions de dollars. Et le propriétaire de la maison est vraiment en colère parce qu'en fait, Jeff Bezos, avec son, bien sûr, c'est un négociateur immobilier qui a négocié pour lui. Il a négocié 6 millions de ristournes et en fait, ce propriétaire ne savait pas que c'était lui a pas dit que c'était Jeff Bezos qui était l'acheteur. Sinon, il n'aurait jamais fait les 6 millions eh bien de ristournes. Donc le gars est dégoûté. Bon après c'est entre requins, voilà, ils se font pas de cadeaux, on va dire ça comme ça. Et il a donc eh bien en fait fait un procès au promoteur, enfin non pas au promoteur mais au négociateur immobilier qui selon lui peut-être aurait été corrompu et a touché de l'argent pour ne pas avoir donné le nom de Jeff Bezos. On continue, on a à Hawaï, on a un centre hub qui devient le plus, alors c'est qui devient un hub le plus important des États-Unis grâce à des nouvelles réglementations en matière de crypto. Et alors ce qui est intéressant, donc ça attire effectivement toutes les entreprises Web3 et on a quand même maintenant MetaMask qui est implanté là-bas, Transact, BitPay et Trust Wallet. Et je crois que je me demande si Coinbase n'est pas aussi maintenant intégré là-bas. Super nouvelle pour vélo, j'en ai pas malheureusement parce que j'ai pas assez d'argent pour être partout. Sinon, c'est vraiment vélo, c'est magnifique. Moi j'ai choisi SHX, mais vous avez vélo qui apporte des fonds de trésorerie tokenisés à court terme pour BlackRock. Alors vous savez, par l'intermédiaire de Hondo Finance, c'est-à-dire le protocole Buddle. On dit Buddle, je crois. BU, voilà, c'est ça, Buddle. Et donc, eh bien ça va ramener en fait eh bien beaucoup
de tokenisation, donc c'est très bon pour vélo, puisqu'ils vont utiliser cette technologie. Et où ça peut être encore, ça peut faire boule de neige pour moi, c'est que si BlackRock utilise cette technologie, évidemment, les partenaires de BlackRock, d'autres entreprises, d'autres institutions peuvent aussi aller s'engager vers cette nouvelle technologie. Et ça, c'est vraiment très très bon pour vélo. On a la domination de Chainlink, vous savez, dans les oracles, qui est vraiment celui qui domine, qui est contesté par la croissance de Pit Network, qui a fait un x46. Alors, c'est pas le token qui a fait 46, c'est la TVS, qui est passé de 98,4 millions à 4,7 milliards. Voilà, donc Pit Network à surveiller, mais pour l'instant Chainlink domine encore sans problème le secteur des oracles. On continue, on a l'Allemagne qui a dit à l'UE qu'elle ne peut plus accepter de migrants. Il y a aussi, donc ils commencent à faire des contrôles aux frontières, donc en fait ils obéissent plus aux accords de Schengen, et on a l'Angleterre qui je crois fait pareil, et je me demande s'il n'y a pas d'autres pays qui vont commencer à faire pareil, en sachant qu'il y en a qui le font, qui sont dans l'Union européenne, mais qui le font déjà. À mon avis, la Pologne, vous rentrez pas pas si facilement que ça, enfin en tout cas pour un migrant, et voilà, en tout cas pour moi c'est juste un indicateur de plus de la chute de Rome. Ça mettra du temps, mais comme la chute de Rome, vous allez avoir avant une bonne dictature avant. On continue, on a l'article 16 de la Constitution de la 5e République française sur Wikipédia qui a été changé. Et il faut savoir que moi je regarde de temps en temps quand excusez-moi, quand il y a vous avez par exemple des affaires de corruption sur des personnes, si vous allez sur Wikipédia, vous pouvez regarder, de temps en temps c'est changé le jour même, donc attention à ce qui est dit dessus, c'est-à-dire que parfois bien sûr il y a la vérité, mais aussi il y a des choses qui sont masquées ou enlevées, et là on a Wikipédia il y a 4 jours qui a changé l'article, donc l'article 16, et ça c'est pas bon signe. Je vous rappelle que l'article 16 ça donne tous les pleins pouvoirs au président de la République française, sans pouvoir faire de motion de censure ou quoi que ce soit. On continue et on a Lofty. Alors c'est quelque chose que je connais depuis déjà pas mal de temps, mais j'avais pas investi parce que tout simplement je m'étais concentré sur la crypto, mais après le bull run, si j'ai gagné de l'argent, je vais investir dedans parce que c'est une bonne plateforme. C'est un peu comme Realty, c'est aux États-Unis, et donc c'est dans la tokenisation immobilière, et ils ont fait un all-time high de TVL record de 37,6 millions. Je vous montre juste vite fait l'entreprise, donc dans la tokenisation. Moi j'avais vu les dernières, ça m'avait intéressé parce qu'il y avait déjà des bons rendements, et aussi au niveau sécurité, c'était assez intéressant, les collatéraux et les sécurités, les assurances qu'ils donnaient. Et vous voyez là, il y a du 16%, 16,3%, vous avez aussi moins, mais ça peut être intéressant. En tout cas, après le bull run, je vais me lancer dedans. On continue, on a Trump qui prévoit de lancer l'entreprise de crypto de ses enfants 50 jours avant le jour des élections. J'ai pas fait de gamatry là-dessus, mais ça peut être intéressant. C'est très bon pour la crypto, et ça fait de la publicité, c'est parfait. On continue, alors ça, pour moi c'est pas anodin. Vous avez tout simplement la banque de supervision de l'Union européenne qui en fait fait pour la première fois un test de cyber-résilience, et ce test a été terminé. On n'a pas le rapport, on va cliquer, ils mettent juste que ils ont effectué ce premier test en 2024, et que, alors c'est marrant parce que dans le scénario du test de résistance, une cyberattaque a perturbé avec succès
les opérations commerciales quotidiennes des banques. Donc ensuite, ils ont mis plein de mesures d'urgence. Par contre, on n'a pas le rapport encore, on l'aura sûrement plus tard. Mais moi, surtout, ce qui m'interpelle, c'est que c'est vraiment un agenda. Vous avez le forum économique avec Polygone, avec Cyberpolygone, et maintenant vous avez l'Europe Test avec Cyber Résilience. En fait, ils vous annoncent juste ce qui va arriver. On continue avec la BCE qui va réduire ses taux, mais qui fait attention à l'inflation, qui dit qu'elle n'est pas encore totalement vaincue. Tu m'étonnes qu'elle n'est pas vaincue. On va voir ça en 2025. On continue, on a le Japon qui vend massivement la dette française, donc 10 milliards de dollars. Il faut savoir que ça, vous n'en entendez pas trop aux informations. Et je pense qu'il n'y a pas que qui vendent. On continue, on a les mineurs d'uranium qui augmentent après, alors c'est le prix des actions minières qui augmente après que Poutine a déclaré que la Russie devait limiter ses exportations. Il faut savoir que pour moi, je vous le dirai après à la fin, en guématrie, le 13 septembre, comme je vous avais annoncé, la ligne rouge, elle a été franchie, on en parlera tout à l'heure, et bien sûr, alors là, ça date du 11 septembre 2024, mais en fait, ils vont couper là ce qui est au niveau de l'uranium dans les pays belligérants, c'est-à-dire les pays d'Europe, de l'Occident, entre autres. Et je peux vous dire que ça va vraiment faire mal à ces pays parce que ces pays, en fait, n'ont pas beaucoup de ressources. Et alors, est-ce que ça va être comme le pétrole? Est-ce que Poutine va les vendre à des pays des BRICS qui, eux, vont les revendre 2 fois plus cher à l'Europe? C'est possible. De toute façon, dans tous les cas, ils seront obligés de l'acheter ailleurs. Et les autres vont en profiter, l'acheter plus cher. Et qui va payer? Bah, c'est Bibi. On continue. Et j'ai terminé pour ce qui est de l'actu générale. On parle maintenant de Ripple et on a Ripple, le CEO, qui critique les régulateurs américains pour utiliser la crypto comme bouc émissaire dans les scandales de blanchiment d'argent. Alors je suis d'accord avec lui, tout simplement pourquoi? Parce que pour l'instant la crypto ça représente pas encore énormément, et en plus vous voyez, moins de 1% des transactions de crypto sont liées à des activités légales, donc ça veut, illégales pardon. Donc ça veut dire que déjà il n'y a pas grand chose au niveau de la crypto pour l'instant par rapport au reste du système financier, et en plus de ça c'est que 1%, donc c'est pas grand chose. Quand vous voyez les banques etc, vous avez qu'à juste voir ce qui s'est passé en Suisse, etc., vous comprendrez les scandales sur les blanchiments. Donc voilà, donc c'est effectivement, il a raison, c'est du grand n'importe quoi. On continue. On a un nouveau rapport qui dit que XRP n'est pas conforme à ISO 222. Alors là, il joue un peu sur les mots, qui dit qu'en fait, il dit a mis en évidence une clarification critique sur le sujet largement discuté, la conformité ISO 222 dans l'espace crypto. Alors, VED souligne la confusion actuelle autour des crypto-monnaies étiquetées comme conformes à la ISO 222. Alors c'est vrai que c'est pas le token en fait qui est conforme à la norme ISO 222, c'est les entreprises qui sont conformes, et ça peut être aussi donc c'est les entreprises avec leur blockchain qui sont conformes, qui peuvent être conformes, parce qu'en fait ISO 222 c'est juste un système de messagerie, et donc c'est pas en fait le token en lui-même qui est mais bon, ça joue un peu sur les mots, c'est juste que les gens voilà, pour simplifier le truc, ils disent XRP ISO 222, mais en fait c'est pas XRP qui est ISO 222, c'est Ripple qui a tout simplement qui intègre la compliance de la messagerie ISO 222. Voilà, c'est juste ça en fait. On continue. Alors ça c'est la nouvelle que je pense que vous connaissez. On a Grayscale qui lance le premier US XRP Trust. Alors c'est pas un ETF, mais ça ouvre effectivement sûrement la voie à un ETF potentiel. Mais après, moi, ce que je vois, c'est que c'est quand même un agenda, parce que XRP et Grayscale ont été lancés en même temps. Je crois que c'est à peu près la même date, 2000, je crois que c'est Grayscale, c'est peut-être 2013, un truc comme ça. Et en fait, vous vous posez la question pourquoi ils ne l'ont pas fait depuis le début. C'est tout simplement, tout ça c'est un agenda, tout est chronométré en fait, c'est la matrice, tout est chronométré. Donc voilà, donc ils ont décidé, voilà, dans l'agenda c'est maintenant, et après il y aura un ETF plus tard, mais ça ils l'ont déjà décidé depuis longtemps, mais il y a juste les initiés qui le savent.
On a, comme je vous avais dit, lui, il y aura le retour de bâton avec tout le mal qu'il a fait. Donc on a le président de la SEC qui reçoit une enquête, tout simplement, par des principaux législateurs républicains. Les représentants, alors c'est Jim Jordan, Patrick McHenry et James Comer, ont lancé une enquête sur les pratiques d'embauche de Gensler soupçonnant un favoritisme politique. C'est juste qu'il a dû embaucher des pro-démocrates avec lui, parce que c'est plus facile s'ils sont sur la même longueur d'onde, et donc maintenant il y a le retour du bâton. On continue, et alors là, je ne l'ai pas vu beaucoup, c'est quand même assez hallucinant. On a au Congrès, en deuxième session, on a en fait cette loi et qui date du, je crois que c'est du 10 septembre 2020, ouais, c'est marqué ici, 10 septembre 2024, et regardez bien, cet acte peut être cité comme une régulation des bridges et l'innovation pour les digital global and electronic digital asset act, the bridge digital asset act. Et donc là vous avez tout un ensemble de lois, et donc on voit que vous avez maintenant carrément des réglementations qui vont arriver sur les bridges. Donc c'est génial, aux États-Unis, et ça ouvre la voie, vous devinez à qui. On a John Deaton, vous savez, c'est l'avocat qui est pro XRP, qui est maintenant sénateur, je crois, ou qui va être sénateur, je pense. Donc John Deaton promet aux investisseurs XRP de tenir la SEC comptable pour 15 milliards de pertes. Alors ça, c'est par rapport au fait qu'il y a eu le procès Ripple, et selon lui, il y a eu beaucoup de gens qui ont perdu de l'argent à cause de ça. Alors c'est vrai que en 2021, le bull run, il n'a pas trop fonctionné pour le XRP. Ouais, il a quand même fonctionné si vous l'aviez acheté bas, mais par rapport à ce qu'il aurait dû avoir, c'est pas grand chose. Et donc, selon lui, alors il faut savoir qu'il y a eu, je crois que c'est marqué à un moment donné, alors dans un pote X, la SEC responsable des 75 000 petits investisseurs XRP qu'il a représenté. Donc imaginez, il y a 75 000 investisseurs XRP qui ont signé en fait un papier pour faire cette attaque, tout simplement en procès sur la SEC. Donc vous avez eu, ça veut dire qu'il y a eu au moins 75 000 signatures d'investisseurs XRP. C'est quand même énorme. Faut savoir que la communauté XRP est quand même importante. Bon, après c'est un peu aussi normal, il est dans le top 10. Alors là, on a le chef juridique de Ripple, je crois que c'est Stuart Alderoty, qui dit que le procès est terminé. Alors, il n'est pas tout à fait terminé, parce qu'ils peuvent encore faire appel, mais pour lui, il y a alors, de toute façon, même s'il y a un appel, je veux dire, c'est clair que ça va juste faire retarder les choses. Mais par contre, ça ne changera rien au verdict final, qui sera peut-être après en 2026-2027. C'est clair qu'ils peuvent rien, ils n'auront aucun argument, donc ça change pas. Honnêtement, ça va changer dans le sens où on va encore galérer 2 ans, mais il manquera pas ce bull run, parce que les facteurs sont plus les mêmes. Maintenant, on voit bien que en fait la SEC, elle est complètement décrédibilisée, et donc les gens ont confiance, même les institutions auront confiance. La preuve, vous avez Grayscale qui lance un trust, trust qui d'ailleurs veut dire confiance. Donc vous voyez, c'est pas grave, même s'il y a un appel, c'est pas négatif. On peut pas l'arrêter, on peut plus l'arrêter, ils ont aucun argument, donc voilà. Et puis de toute façon, dans l'agenda, on sait très bien que ils ont décidé que ça sera la monnaie de réserve, c'est clair.
On continue, on a le XRP qui domine les marchés coréens avec 112% d'augmentation de volume. Alors il y a eu aussi le summit en Asie, donc c'est aussi pour ça, ça fait augmenter un petit peu, mais on sait que les Asiatiques sont vraiment friands du XRP, surtout les Japonais. J'ai terminé, on va maintenant parler de Realty assez rapidement. On a toujours les maisons au Panama qui sont disponibles, et par contre on va avoir là on a une maison qui va arriver à Détroit et qui sera mis donc logiquement lundi. Voilà. Une dernière chose que je voulais vous montrer au niveau des top réseaux pour la tokenisation de l'US Treasury, on voit que Stellar est en deuxième position avec 426,69 millions de dollars. Voilà, XDC avec 4,6 et 9e. Et là, vous avez les autres. Vous avez Solana en troisième position qui progresse. Et toujours Ethereum en tête. Avant de passer, alors maintenant on va passer à l'économie. Je vais essayer de vous montrer. Hop. Voilà, ça ça date de, c'est Morrison Bonpass, et c'est quelqu'un qui est un économiste en fait qui a écrit en 2007. Voilà, la monnaie unique mondiale, des cents communs pour les entreprises. En fait, à l'époque, on sait très bien que de toute façon c'est un agenda, et à l'époque il y avait déjà beaucoup de recherches sur, comme vous avez vu, le Nouvel Économiste en 1988 qui vous annonce une monnaie commune mondiale. Et alors ce qui est intéressant, je vais essayer de trouver, c'est la conclusion. Si j'arrive à trouver, voilà. La conclusion, donc c'est un long chapitre, mais donc qui est très intéressant à lire. Je peux vous le laisser, vous me demandez en commentaire. Mais là, ce qui est intéressant, c'est ça. C'était écrit en 2007. Hein. Donc vous voyez ici, 2006-2007, ça a été écrit. Et là, on a la mise en œuvre de la monnaie mondiale unique apportera des bénéfices considérables pour presque tout le monde. Dans les entreprises, peuvent jouer un rôle important dans le déplacement du monde dans cette direction. Les années 2024 ne sont pas si loin que les affaires ne peuvent pas, alors là je sais pas ce qu'ils ont mis, ne peuvent pas, là je sais pas, planification et organisation maintenant. Comment en 2007 ils savent déjà que c'est l'année 2024 qui va être le point pivot. C'est bien que c'est un agenda. Voilà, donc maintenant on va passer un petit peu à l'économie. Ça va pas durer trop longtemps. Je vais vous montrer, j'espère que vous allez pouvoir le voir, c'est quelque chose qui date de très longtemps, et en fait c'est les périodes quand vous pouvez faire de l'argent. Je ne sais pas si vous voyez bien ce graphique, sinon pareil, par commentaire je peux vous l'envoyer. Et vous avez, alors vous voyez ici, good time, high price, et c'est le moment de vendre les actions et tout ce qui a de la valeur. Et là on voit les dates, c'est les moments pour le faire. Donc là on va essayer de voir, on a en 2025, vous voyez ici 2025, et en fait ce schéma, si vous regardez, en fait si vous l'étudiez bien, vous verrez que il se trompe pas par rapport au passé en tout cas. Et là on voit en 2025, ça serait donc logiquement le moment de tout vendre. Et là on va regarder. On va avoir 2025 à 2032, donc là après ça va être complètement baissier de 2025 jusqu'à 2032 logiquement. Donc ça sera les moments où après il faudra racheter quand ça sera complètement descendu. On va continuer, et là c'est pour alors c'est quelque chose qui est très important. Je vais essayer de vous expliquer parce que vous avez bien sûr le trading avec toutes les patterns que vous pouvez lire, etc. Mais il y a des choses en fait ésotériques qu'il faut prendre en compte.
Et pourquoi faut en prendre en compte? Parce que il faut comprendre qui dirige la matrice, et que ce soit la matrice totale ou la matrice financière. Et je voudrais juste vous lire quelque chose. Ça s'appelle la Shemitah. Et la Shemitah, en fait, c'est tous les 7 ans. Et il n'y a pas que chez les Hébreux, vous avez d'autres qui le font aussi. Et en fait, c'est une année sabbatique définie par la Torah pour l'agriculture. Tous les 7 ans, les agriculteurs juifs doivent observer une année de jachère. En quelque sorte, les terres doivent se reposer comme les humains doivent le faire le 7e jour de la semaine. On verra plus tard pourquoi le 7 est toujours important, ainsi que l'indique Dieu à Moïse. Mais la 7e année sera un Shabbat, un temps de repos pour la terre. Voilà. Donc pourquoi je vous parle alors on va juste lire la suite. Quand vous avez le Shemitah, vous avez la rémission sabbatique concerne aussi les dettes. Tous les 7 ans, tu feras relâche, et voici comment s'observera la relâche. Et donc en fait, la date précise de rémission des dettes est celle de la fête de Tabernacle. Tous les 7 ans, à l'époque de l'année du relâche, à la fête des tabernacles, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, tu liras cette loi devant tout Israël. En situation de faillite personnelle, le débiteur insolvable pourra finir esclave de son créancier. La rémission de la dette s'applique aussi, pourvu qu'il soit juif, à celui dont le statut d'esclave est né de la dette. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Bon, voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que, par contre, regardez ce qui est mis à la fin. Au bout de 7 ans, chacun de vous renverra son libre, son frère hébreu, donc ce qui pendant 6 ans a été esclavagisé, qui se vend à lui. Il te servira 6 années, puis tu le renverras libre chez lui. Donc bien sûr maintenant, c'est plus l'esclavage, mais vous allez comprendre pourquoi le Shemitah est très très important. Donc le Shemitah, c'est tous les 7 ans. Et là, vous avez en fait un petit récapitulatif sur Wikipédia de ce qu'on appelle en fait les crises financières. Et aussi, je vais mettre dedans les attentats parce que c'est important. Je vous expliquerai à la fin avec la guématrie. Donc là, vous avez 2001, on a les attentats du 11 septembre. 2001, c'est l'année du Shemitah. C'est-à-dire que 2000, c'est l'année du Shemitah. Et on va essayer de revoir si c'était marqué ici. Je vais juste regarder quelque chose. Voilà. Année de Shemitah. Et on voit là, alors ça c'est en hébreu, mais dans le calendrier grégorien, c'est 2000. Et là, vous voyez, c'est 2007, c'est tous les 7 ans. Donc on va retourner. Donc Shemitah, pendant Shemitah, on n'a pas le droit de faire cette année-là, de verser le sang. Vous n'avez pas le droit enfin, il y a plein de choses au niveau financier où là, ça doit être vraiment le repos et généralement, ces années-là sont assez tranquilles. Par contre, après la fin du Shemitah, le sang peut être à nouveau versé, les manipulations financières peuvent recommencer. Et là, qu'est-ce qu'on voit donc après l'année du Shemitah, 2001, on a les attentats du 11 septembre. Vous avez des crises qui apparaissent. Vous avez la crise en Argentine, la crise des taux d'intérêt. Donc si après vous passez 7 ans plus tard, donc c'est 2007, il ne peut rien se passer parce que là c'est protégé. On est en 2008. 2008, on a la crise des subprimes, des banques. Voilà. Ensuite, on va passer, année après, donc logiquement, c'est 2014, il devrait logiquement rien se passer. Et là, qu'est-ce que vous avez 2015? Crash boursier en Chine. Et 2015, c'est l'année aussi par rapport aux choses islamiques. C'est là où vous avez eu des attentats partout, Bataclan, en France, etc. Il y a eu plein d'attentats, mais dans le monde entier, vous avez eu des attentats. Le sang a été versé en 2015. Voilà. 2000, ensuite, vous passez de 2014 à 2021. Et 2021-2022, qu'est-ce que vous avez? La crise énergétique mondiale. Donc,
on voit que les années de Shemitah, le Shemitah, c'est vraiment très important de le considérer quand vous faites, de voir dans quelle année vous êtes, parce que ça vous donne aussi des indications. Voilà, et on verra tout à l'heure en guématrie aussi pourquoi. On continue, juste une dernière chose, je pense que vous connaissez la monnaie supply. Alors en fait, la monnaie supply, c'est l'impression monétaire. Donc c'est pas facile de trouver déjà des graphes de l'impression monétaire. Là, je suis allé sur la Federal Reserve Bank de Saint-Louis. Et il faut savoir que à partir du moment où il y a une création, vous avez vu là pendant le Covid en 2020, vous avez une création monétaire très importante, donc vous avez une impression monétaire et en même temps, donc on voit là que en fait il y a cette crise et ils ont commencé à partir de cette crise à en fait commencer à tout simplement augmenter, mais ils n'ont pas touché au taux. Donc vous voyez, ça monte doucement parce qu'il y a une impression monétaire. Et ensuite, il y a, donc ça se stabilise et on voit que là, ensuite, il y a moins d'impression monétaire à partir de 2022. Ils ont, pendant le Covid, etc., là, les années 2021, ça a imprimé de malade pour les aides, pour le Covid, et ensuite ça s'est terminé. Et là, on voit que donc l'impression monétaire, elle baisse, elle baisse, elle baisse, elle baisse. Et à partir d'ici, on commence à voir, à partir de là, c'est-à-dire de 2024, on commence à voir là que ça va reprendre vers le haut. Pourquoi ça va reprendre vers le haut? Parce qu'ils vont recommencer tout simplement à imprimer et surtout vous avez une corrélation avec les taux qui vont baisser. Et quand les taux baissent et que vous avez tout simplement une augmentation de l'impression monétaire, et ben là, ça va pomper. Et donc, vous voyez, c'est ce qui s'est passé en fait en 2020. Et après, vous avez vu, il y a eu le bull run. Donc, je vous dis, on n'est pas très très loin du bull run. Logiquement, ça sera l'année prochaine. Enfin, quand je dis l'année prochaine, en fin d'année et début de l'année prochaine. Et ça va, parce qu'en fait, quand vous avez l'impression monétaire, ça va aller dans les actifs à risque, la bourse, etc. Voilà. Donc, c'est toujours important de regarder cette donnée, cette data. J'ai terminé et là on va passer, alors je vais essayer, on va passer à la guématrie. Alors là c'est chaud, je vais essayer de vous expliquer, mais comme je sais que ça intéresse pas mal de gens et vous allez, ça peut même choquer les gens, on va, en tout cas avant ça, je voulais juste vous montrer quelque chose. Donc ça c'est un fait en France. Voilà, ça se charge. Donc c'est passé dans le 20 minutes. À Pau, on a un directeur d'établissement privé et cet établissement, c'est ça qui est important, s'appelle l'Immaculée Conception. Et donc cette personne a été sanctionnée, soi-disant pour atteinte à la laïcité, et donc suspendue pendant plusieurs années de pouvoir enseigner. Donc ça c'est la première chose. Mais retenez bien Immaculée Conception. La deuxième chose, je pense que vous vous en souvenez, il y a à peu près 15 jours, c'était tout simplement une église qui a brûlé et victime d'un incendie, pardon. Et en fait, cette église, s'appelle, ah, hop, tiens, étrange. Voilà, on va cliquer dessus. À moins qu'ils ne veulent pas le mettre, si. L'église de Immaculée Conception qui a été victime d'un incendie. Donc vous avez dans la matrice, c'est pas pour rien, vous avez quand même en 15 jours, quelle est la probabilité? C'est pas toutes les églises qui s'appellent Immaculée Conception ou toutes les écoles, c'est très rare. Et comme par hasard, c'est attaqué. Et pourquoi c'est attaqué? On va
Essayez de regarder ça. Vous êtes actuellement Immaculée Conception, je pense que vous savez, c'est la théorie sur qu'il n'y a que la Vierge qui est l'Immaculée Conception, et donc on rentre le 4-13 septembre, vous avez eu cette église qui a brûlé, et on rentre dans la Vierge. Et le 14 septembre au 22, on est encore dans la Vierge. Donc il y a eu le premier décan, vous avez eu cette église qui a brûlé, et dans le deuxième décan, vous avez comment dirais-je, ce directeur qui, pareil, qui a été viré, donc Immaculée Conception a été attaqué. Donc logiquement, entre le 14 et le 22, il peut se passer encore quelque chose avec Immaculée Conception. On regardera, on verra ça, puisque à partir d'aujourd'hui, on est le 14. Voilà. Maintenant, je vais parler donc de guématrie. Et il faut bien garder à l'esprit ce que je vous ai expliqué sur le Shemitah, parce que c'est très très important. Juste vous expliquer ce que c'est qu'un jubilé. Alors un jubilé, c'est dans plusieurs religions, mais surtout chez les Hébreux. Donc un jubilé est une fête marquante, un intervalle de 50 ans. Et aussi l'anniversaire, alors c'est pas tout à fait, c'est 49 ans et quelques, et aussi l'anniversaire joyeux d'un événement dont les effets se prolongent dans le temps, règne, mariage. Donc pendant ce jubilé, comme vous avez vu pour la Shemitah, vous avez une libération des esclaves et annulation des dettes. Le mot jubilé vient de l'hébreu, je sais pas quoi, viovel, terme dont la signification est incertaine. On considère généralement qu'il désigne un bélier, puisque dans la Bible, une corne de bélier est utilisée comme une trompette pour annoncer l'année du jubilé. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que c'est à peu près tous les 50 ans. Et là, tu compareras cette semaine d'année 7 fois et 7 ans. Déjà, il y a quelque chose que vous devez comprendre, c'est que le 7, c'est hyper important. Le 7, et je vous expliquerai après pourquoi, c'est-à-dire le temps de 7 semaines d'année, 49 ans. 7 fois 7, 49. Donc c'est 49 ans en fait le jubilé. Le 7e mois, le 10e jour du mois, tu feras retenir l'appel de la trompe. Donc déjà, le 7e mois, logiquement, il faut bien comprendre que dans leur calendrier, c'est pas le 9, comme on a déjà vu, septembre, c'est 7. Donc le 9, en fait, c'est le 7e mois pour eux, c'est septembre. Le 10e jour du mois, ça donne le 10 septembre. Donc les trompettes vont retentir le 10 septembre. Et à partir de la fin du jubilé, le sang peut éclater. Et qu'est-ce qui s'est passé le 11 septembre 2001? Je vous rappelle que c'était l'année du Shemitah. La fin du Shemitah, c'était 2001. Voilà. Et donc retenez bien ce jubilé. On va, vous allez voir après pourquoi. Et maintenant, on va commencer donc la guématrie. Comme je vous ai expliqué, il faut comprendre que le chiffre 7, c'est vraiment le très important, et que donc vous voyez que le Shemitah c'est 7 ans, que dans la semaine vous avez 7 jours, et en fait vous allez comprendre après pourquoi ce 7 est hyper important. C'est tout simplement parce que on va le regarder après. On va juste commencer par déjà voir les dates. Donc vous avez on va juste prendre je crois que c'était le 10, voilà, le 7-10 2023. Donc le 7-10-2023, c'était logiquement la guerre, début de la guerre en Israël. Maintenant, je vais vous taper une autre date.
qui date d'il y a 50 ans. Voilà. Donc cette date du 6 octobre, vous voyez que chez eux le octobre est, est important. 1973, c'était la guerre de Kippour. Comme je vous ai expliqué, le 7 est très important parce que le 7, c'est le 7e jour. Il y a 7 jours dans la semaine. Et vous avez ici Saturday. Saturday. C'est pas pour rien. Il faut comprendre que ça a un rapport. Saturday, c'est samedi. Et Saturday, c'est le jour de Saturne. Donc vous voyez que la guerre, là, a été mis le jour de Saturne, et ici, le jour aussi de Saturne. Saturne, en fait, c'est le dieu de la récolte. Et Saturne, donc vous voyez le dieu de la récolte par rapport au Shemitah, c'est pour ça qu'ils utilisent le 7 dans les cycles de Shemitah, où vous avez une année de tout simplement de récolte. Donc là, on a un cycle de 50 ans, et ces 50 ans correspond au jubilé. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. La fin du jubilé, c'était le 16 septembre 2023. Donc on va regarder. Le 16 septembre. Voilà, le 16 septembre 2023. Ce que vous pouvez voir sur c'est que vous avez le code, le code 68, ici, qui est le code de la guerre. Ensuite, le 21, il faut comprendre que le 21, c'est le multiple, c'est 3 fois 7. Donc vous avez ici aussi le lien avec Saturne. Vous voyez que le 16 septembre 2023, à la fin du jubilé, c'était un samedi. Un samedi, c'est toujours Saturne qui est présent. Et Saturne, comme je vous avais déjà expliqué la dernière fois, c'est aussi, quand vous voyez le 7, vous pouvez aussi, on va aller, hop, calculateur, non, voilà. Alors on va attendre qu'il charge. Alors comme je suis pas abonné, il fait de la publicité, c'est un peu long. On peut pas tout de suite écrire. Voilà. Donc là, on va taper Saturne, réduction 21. Donc vous voyez bien, tout simplement, c'est toujours 21, c'est relié 21, le chiffre 7 est relié à Saturne. Maintenant, je vais vous montrer une autre chose. Quand vous avez 21, c'est aussi le jackpot. C'est-à-dire 777, vous voyez, ça fait 21. Quand ça match, 777, c'est le jackpot, c'est toujours 21. Donc là, on va retourner. On retourne au 16 septembre, la date de la fin du jubilé. On va taper directement. Voilà. Et là, on va reprendre la date. Donc ça, c'était le
16 septembre. Et la date de la guerre, c'était le 7-10. Ok, là j'ai fait une erreur, c'est 2023. Voilà. Et là, qu'est-ce que vous voyez entre le Saturne ici et le Saturne ici, le temps entre les deux dates, c'est 21. Et ça, c'était le début de la guerre en Israël, et ça, c'est la fin du jubilé 21. Donc c'est toujours un rituel avec Saturne. Voilà, maintenant, on va encore regarder une autre date. Donc on a ce 16 septembre 2023 et on a le 7-10-2023, voilà. On a donc ce code 68 et on va aller voir. Là, actuellement, on est actuellement là, le 14 septembre, on est le 37. On est la 37e semaine de l'année. 37, c'est 3 x 7, 21. Donc c'est pareil, c'est pendant là, cette semaine-là, ça sera un rituel de Saturne. Et je vais terminer. Alors, je vous avais montré que il allait se passer quelque chose on va remettre le 13 septembre 2024. Et en fait, qu'est-ce qui s'était passé? On voit déjà, il y a le 21, comme dans Saturne. Et là, on va aller regarder. La Russie sera en guerre, alors ça c'était hier que ça a été annoncé, la Russie sera en guerre avec l'OTAN si les restrictions de missiles à longue portée de l'Ukraine sont levées, prévient. Et hier ça a été levé, c'est-à-dire qu'hier Biden a donné l'autorisation, et même les Anglais, etc., ont donné l'autorisation à l'Ukraine de pouvoir taper carrément dans le territoire russe. Et ça, dites-vous que c'est le code 68, c'est clair qu'il va y avoir la guerre, c'est absolument certain. Et comme je vous ai dit, on avait vu le 13 correspondait au code 68 de la guerre. Voilà, j'ai presque terminé. On va juste regarder une autre date qui correspond aux élections. Donc vous avez ici, toujours par rapport à la guerre en Israël, qui était le 10 le 7-10-2023, et nous on a les élections qui sont le 11, et je crois que c'est le 5, et c'est 2024. Voilà. Alors, il y a un rapport entre les deux. Pourquoi? Vous avez, on va faire en réduction 60, ça fait 6. Vous avez ici 24 qui correspond à l'année du dragon et l'année 2024 qu'on est actuellement. Et c'est 2 plus 4, c'est 6. Vous avez ici le 15 en chaldéen. On voit d'ailleurs la similitude, regardez la similitude entre ces deux dates.
entre la guerre d'Israël qui a débuté et les élections américaines. Regardez la connexion 60, 24, 15, 40, 13. 60, 24, 15, 40, 13. C'est exactement la même nomenclature. Et on va faire la réduction 6, 6, 1 et 5, 6. Donc vous avez 6, 6, 6. Maintenant, on va regarder le 6, 6, 6. Donc c'est quelque chose, en fait, quand vous avez le 6, c'est l'hexagramme. C'est-à-dire que l'hexagramme, vous voyez, un hexagramme est une figure géométrique à 6 branches. Et en religion, l'hexagramme étoilé ou étoile de David est le symbole du judaïsme. Et je vous rappelle que le drapeau israélien, c'est un hexagramme. Et donc vous avez donc le 6, 6, 6. Maintenant, on va retourner là. Alors ça va remettre un peu de camp parce qu'il va falloir retourner sur le calculateur. Comme je ne suis pas abonné, il faut un peu de temps avant de se mettre. Et on va taper donc X, qui est hexagramme. On va taper X et on va attendre un tout petit peu. Voilà. On va taper X et qu'est-ce que vous voyez ici en ordinal 37. 37 c'est quoi? C'est 3 x 7, 21. Donc c'est pareil, c'est la même structure, c'est tout simplement eh bien encore Saturne. Une dernière chose, on va taper Israël. Vous avez en ordinal 64. 64 c'est l'année de naissance pour les élections, là je parle par rapport aux élections américaines, c'est l'année de naissance de Kamala Harris et à l'envers, si vous le lisez dans l'autre sens, 46 c'est l'année de naissance et aussi l'anniversaire de Trump qui sera, je crois, en septembre. Et donc, on voit aussi que c'est lié. Voilà. J'ai presque terminé. On va retourner sur la date. Et on va taper le 15, c'est-à-dire demain, dimanche. Voilà. Et là, c'est le 15 septembre 2024. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit ici? Là, on ne compare pas par rapport aux dates. On regarde juste les connexions ici. Vous avez toujours Saturne qui est ici en 21. Et là, vous avez 68. C'est le code de la guerre. Donc, il se peut qu'il y ait quelque chose qui se passe dimanche. Peut-être, c'est possible, mais là cette fois-ci pas par rapport à l'Ukraine, mais plus par rapport, là c'est lié à l'Israël. Voilà, écoutez, j'ai terminé. Il faut juste comprendre que il y a une matrice. Il faut étudier en fait la mythologie. Il faut étudier en fait. C'est compliqué. Il y a plein de choses à étudier, mais il faut comprendre qu'on est une matrice qui gère la matrice. Et quand vous voyez les rituels qui sont liés à des religions anciennes, vous comprenez. On peut comprendre que ça soit le système financier ou d'autres choses. Vous comprenez en fait que tout est énergie et que il y a des rituels pour amener les énergies dans certains sens. Voilà. La vidéo a été très longue, désolé, la guématrie a pris beaucoup de temps. Eh bien écoutez, j'ai terminé, je vous souhaite un bon week-end et à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et si vous voulez m'offrir un petit café pour les recherches, je vous en remercie. Ciao!